Bonjour à tous et bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Le premier dimanche du mois d'octobre, je vous formule les vœux les meilleurs, un bon mois d'octobre. Je vous souhaite que les vœux les plus latents soient. Les activités du président de la République, Patrice Talon, la semaine écoulée, continuent de partager les gros titres à la une de l'actualité politique nationale, du plafond au plancher. Le mercredi 22 septembre 2021, le président Patrice Talon a reçu en audience au palais de la Marina son prédécesseur et opposant farouche, l'ancien président Thomas Boniaï. Une rencontre qui suscite une kyrielle de réactions et d'analyses dans l'opinion publique nationale et même internationale. Dans la foulée, la semaine dernière, l'exécutif, avec à sa tête son chef, le président de la République, Patrice Talon, a présenté à la représentation nationale, en présence des présidents d'institutions de la République, deux grands projets de réforme. L'un baptisé projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation et l'autre projet de loi sur la répression des infractions commises à raison du genre. Et pour en parler ce dimanche, chers amis internautes, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous un parlementaire, Gérard Benonchi, est notre invité ce dimanche. Bonjour à vous. Bonjour Kader Achirou et bonjour à tous ceux qui vous suivent en ce moment, les Béninoises et les Béninois, ainsi que ceux de la diaspora. Je rappelle aux amis internautes que vous êtes député à l'Assemblée nationale, élu du parti politique Union progressiste de la 11e circonscription électorale qui comprend les communes d'Aplaroué, de Diakotomé et de Kouekamé. Vous êtes président de la commission des finances et des échanges de la 8e législature. Bonjour à nouveau. Merci, bonjour Kader. Alors, en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen béninois, pour entrer dans le vif du sujet, lorsque vous avez vu les images qui ont fuité le mercredi 22 septembre de la rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boniaï, quels ont été les sentiments qui vous ont animé en tant que parlementaire, acteur politique et citoyen? Oui, merci beaucoup. Si nous situons cette rencontre dans son contexte, le contexte, vous le connaissez, que depuis que le président Boniaï a quitté les affaires, il n'y a pas eu de lune de miel entre son successeur, Patrice Talon, et lui. On a assisté à une succession d'événements qui ont embrouillé leur relation. Cela n'est pas souhaitable. Ce qui est souhaité, c'est que lorsque un chef d'État est en exercice, que ceux qui ont eu à gouverner le pays au même titre que lui, qui ont été à cette charge, quand même, qui deviennent quand même des références dans le pays, puissent quand même, même s'ils ne doivent pas l'aider directement, quand même garder un silence et laisser celui qui a travaillé. Et ce qui est souhaitable, c'est que de temps en temps, il y ait une rencontre entre le président en exercice et les anciens présidents qui assistent à toutes les cérémonies officielles, par exemple la fête nationale, tout cela. Cela permet aux citoyens lambda de constater qu'il y a une ambiance bon enfant dans le pays et que sereinement peut développer le pays. Mais tel n'a pas été le cas. Et puis, beaucoup d'embrouilles sur leur chemin. Je pense que c'est devenu trop. Et puis, le souhait de tous les Béninois, y compris moi, était quand même qu'on en finisse avec, qu'un jour, que les deux protagonistes puissent fumer le calumet de la paix pour le bonheur des populations. Donc cette rencontre était attendue, était espérée, attendue, et sa concrétisation ne pourra que apporter du sourire aux lèvres de quiconque est béninois, patriote et aime son pays. Qui aime son pays. Alors vous avez parlé d'une rencontre tant attendue, mais est-ce que cette rencontre atteindra les objectifs visés au départ? N'oubliez pas qu'au lendemain de l'élection du président Patrice Talon pour son premier quinquennat en 2016, et c'était vu en Côte d'Ivoire, sous l'égide du président Alassane Dramane Ouattara et sous l'égide du président Faure Gnassingbé, on avait parlé d'une réconciliation. Ils avaient dit qu'ils ont été des amis, ils demeureront des amis. Aujourd'hui encore, au lendemain du second quinquennat du président Patrice Talon, ils se revoient encore, on voit de belles images. Est-ce que l'avenir nous réserve des lendemains meilleurs? Merci beaucoup. Rien qu'à tirer le son de cette rencontre historique à Abidjan sous l'égide du président ivoirien Alassane Ouattara et les suites de cette rencontre qui n'ont pas donné la promesse des fleurs. Alors aujourd'hui, nul ne peut présager donc de l'issue de la rencontre Talon Yaï à laquelle on a assisté dernièrement.
L'issue dépendra des deux personnages. Quand on prend le président Talon, je pense que le président Talon a déjà tendu la main et a invité donc à la paix avec son prédécesseur. Il a dit à Tchaourou, il a dit à maintes reprises dans tous les discours, il dit qu'il tend la main à son prédécesseur. Il voudrait son frère et ami, Thomas Boniaï, il l'appelle ainsi. Donc ça veut dire que la prédisposition d'aller vers une paix réelle existe du côté du président Talon. Et la preuve, donc, il n'a pas refusé donc l'audience demandée par l'ancien chef d'État Boniaï. Mais lorsque je prends l'ancien chef d'État Boniaï, je pense que son passé ne milite pas forcément en sa faveur, étant donné que, ayant connu l'homme aux affaires, il est émotif, vous me permettez de me le dire, et sensible aux critiques, sensible aux rumeurs, sensible à ce que les autres disent. Donc, de ce point, je ne peux pas éliminer que l'on puisse assister à une certaine versatilité, mais si cette fois-ci, tirant leçon de son parcours, de cela, des difficultés, si je peux les appeler entre griffes, le temps qu'il a passé, s'il peut faire son examen de conscience et comprendre que beaucoup de ses sympathisants, beaucoup de ses laudateurs, surfent sur cette dissension entre griffes entre son prédécesseur et lui, et en font leur fonds de commerce, et qu'il est temps donc qu'il se libère de cette famille qui profite de lui, pas forcément pour ses intérêts à lui, pas forcément pour l'intérêt du pays, mais pour leurs intérêts personnels inavoués. S'il peut le comprendre et se mettre à la hauteur de la mêlée, je pense que cette fois-ci, il doit pouvoir donc s'extirper de l'eau et puis avoir les regards fixés sur son objectif qui est d'aller véritablement à une réconciliation pour une véritable paix dans ce pays, si tant est qu'il aime le Bénin comme il aime à le proclamer. Si tant est qu'il aime le Bénin comme il aime à le dire. Nous savons qu'il y a de cela quelques mois, voire quelques années, une délégation nigérienne était au Bénin avec un jet dans lequel le président Boniaï avait atterri, mais il s'est extirpé de la délégation pour la délégation qui devait se rendre au palais de la Marina. Il n'était pas de la délégation. Cette fois, Boniaï est demandeur de cette audience. Il s'est rendu lui-même au palais de la Marina. Vous avez dit que vous connaissez Boniaï, vous avez été acteur politique sous son régime. Vous connaissez un peu l'homme, vous l'avez quand même un peu pratiqué. Est-ce que pour vous, Boniaï, sur les images que nous avons vues, sur les vidéos que nous avons vues ça et là, est-ce qu'il était sincère ou c'était juste un scénario politique bien orchestré? Bon, je n'ai pas pratiqué Boniaï tel que vous l'avez dit. J'étais acteur politique député, donc pendant qu'il était en train de faire de finir son second mandat. Je suis béninois, je suis sur la scène politique, je l'observe comme tout citoyen et je sais faire ma lecture du comportement des uns et des autres, tirer donc leçon du comportement des uns et des autres pour pouvoir quand même faire des projections sur leur comportement possible. Donc je dis et je répète que au vu de tout ce que je connais sur l'homme, je ne peux présager de rien. Seul l'avenir nous donnera raison. Voilà, justement, parlant de l'avenir, on ne peut pas parler de cette rencontre sans quand même faire référence aux doléances qui ont été présentées et lues par l'ancien président Thomas Boniaï, qui a dit, lui, il formule les doléances et il revient au président Patrice Talon de décider. Est-ce que vous pensez que les doléances qui ont été formulées, les requêtes qui ont été formulées par l'ancien président Thomas Boniaï peuvent avoir une issue au niveau du président Patrice Talon? Merci. C'est normal pour Boniaï qui représente quand même, qui a des partisans, qui représente qui a une force politique, qui représente un camp ou un clan, comme j'allais le dire, au sein duquel beaucoup ont maille à partir avec la justice et certains sont hors de nos frontières sous le sobriquet de exilés politiques, alors qu'il n'en est pas question. Certains. Donc pour vous, il n'y a pas d'exilés politiques? Non, vous le savez bien qu'il n'y a pas d'exilés politiques. Personne n'a été poursuivi pour les opinions qu'il aurait émises, il aurait eu à émettre en ce qui concerne sa position politique. Il n'y en a pas. Tous ceux qui sont hors de nos frontières ont des affaires qui leur sont collées, qui sont liées à leur gouvernance
du passé, des affaires publiques du passé. Donc, il n'y a pas d'exilé politique au Bénin que je sache, il n'y en a pas un seul. Au Bénin, idem, tous ceux qui sont en prison, personne n'a été poursuivi parce qu'on a dit il a critiqué l'action du gouvernement ou parce qu'il a émis des opinions qui vont à l'encontre de la gouvernance actuelle. Non, sinon qu'il y a beaucoup de gens au Bénin qui critiquent ouvertement et vertement donc l'action du gouvernement, mais qui ne sont pas inquiétés. Je peux en citer plusieurs. Quelques-uns par exemple. Mais vous en connaissez. Il y a l'opposition, quand vous voyez dans l'opposition, même le leader de l'opposition, quand vous voyez Paul Humpé, il ne critique pas l'action du gouvernement. Vous prenez le patron des démocrates, Éric Nuté, ouvertement critique l'action du gouvernement. Et nous savons qu'il n'est pas au même diapason que la gouvernance actuelle. Il le dit ouvertement, il critique, mais pour autant, il n'est pas inquiété. Eugène Azatassou, vous le voyez critiquer de façon acerbe le gouvernement de Talon et Talon, mais il n'a jamais été inquiété tant que vous ne vous mêlez pas à des actions qui sont au travers de la loi. Je pense que la justice ne s'intéresse pas à vous. Donc, je dis qu'il n'y a pas d'exilé politique. Donc, Yahi Boni, qui est allé voir le président Talon, devait quand même, étant le chef de tous ceux-là, devait quand même plaider en leur faveur. C'est pour cela que, naturellement, il a demandé... Donc, c'est une formalité, en fait, pour vous. Ce n'est pas une formalité. C'est son droit le plus absolu de demander. Lui, il doit demander. C'est un devoir. C'est un devoir pour lui. S'il allait voir le président Patrice Talon sans parler de ceux-là, sans demander quelque chose, au nom de ceux qui ont eu à le suivre dans un passé récent, pour qui le considèrent comme leur leader charismatique, alors il aurait pu traiter de tous les noms de traite ou qu'il soit allé pour tirer son épingle du jeu et abandonnant tous ceux qui ont eu à militer avec. Donc c'est naturel et c'est normal qu'il formule cette doléance. Donc une chose est de formuler les doléances, mais une chose est que celui à qui ces doléances sont formulées puisse les analyser pour voir s'il a les compétences pour pouvoir donner justement, lorsqu'on parle de compétences, que Patrice Talon a les compétences requises pour donner suite à cette doléance. Ça, je dis. Par exemple, quand on demande d'amnistier tous les exilés politiques, vous savez que l'amnistie, ce n'est pas du ressort du président de la République. L'amnistie... Mais il est le chef du camp de la mouvance de la majorité présidentielle. Non, nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Et Patrice Talon est le patron de l'exécutif et le législatif, vous le connaissez, est séparé de l'exécutif. Et la loi d'amnistie, pour amnistier, il faut une loi d'amnistie. Et il n'y a que l'Assemblée nationale pour voter une loi d'amnistie. Et vous savez, nous avons une histoire récente où une loi d'amnistie a été votée. Vous savez que c'était suite à une réunion politique, à une conférence politique des forces vives de la nation, où il a été décidé au Palais des Congrès de mettre dans les points à exécuter le vote d'une loi d'amnistie, et l'Assemblée nationale a pris sa responsabilité en votant cette loi. Mais justement, si le président Patrice Talon émet le vœu aujourd'hui... Il ne suffit pas que le président Patrice Talon émette le vœu, mais il faut que l'Assemblée nationale, l'ensemble des députés l'acceptent, parce que c'est les députés qui votent, ce n'est pas Patrice Talon, patron de l'exécutif, qui vote les lois. Il peut suggérer, mais il n'a même pas à suggérer à l'Assemblée, il est dans son rôle. C'est lorsque ceux qui sont donc entre les mains de la justice auront été jugés à l'issue donc des procédures, quand ils auront été jugés, puis condamnés, alors là, ils tombent dans les mains de l'exécutif parce qu'ils seront en prison. Suite à ça, parce que le gouvernement qui a la responsabilité d'exécuter, de mettre à exécution les décisions de justice, peut quelque chose, parce que Patrice Talon est en ce moment le patron de l'exécutif, la loi lui permet de gracier. Il a le pouvoir de gracier, mais encore faudrait-il que les procédures aillent jusqu'au bout et que les intéressés, les inculpés puissent être jugés. Mais on n'en est pas là. Donc j'ai dit, le Boni Yahi, c'est dans son droit de soumettre des doléances à Patrice Talon. Mais une fois encore, je dis, Patrice Talon
n'a pas assez de marge de manœuvre en ce qui concerne ce qui lui a demandé, qui concernant l'amnistie. Donc, l'amnistie, c'est du ressort donc du législatif. Alors, si au nombre des doléances qui lui ont été soumises, s'il y en a, que son pouvoir en tant que chef de l'exécutif lui permet d'examiner, je pense qu'il examinera et fera telle chose qui lui paraîtra appropriée sans pour autant le conduire à violer son serment, sans se mettre au travers des lois. Il ne peut pas vouloir aider et puis lui-même se mettre au travers des lois au risque d'être traité de parjure. Alors, cette semaine, on a vu l'ancien président Thomas Bouniaï aux côtés de Adam Bagoudou, qui est député à l'Assemblée nationale, un collègue à vous, qui est de la localité de Tchitcharou, celle de l'ancien président Thomas Bouniaï. On connaît un peu les violences électorales qui ont eu lieu de façon répétitive lors des élections de 2019, 2020 et 2021. Est-ce qu'on peut se dire finalement que l'ancien président Thomas Bouniaï est en train de revenir un peu sur le chemin de la paix et vise peut-être à s'associer au président Patrice Talon peut-être pour des lendemains meilleurs pour le Bénin? Oui, j'aime à citer le président Amoussou qui a une phrase célèbre qui dit souvent: si vous voyez ces choses-là, sachez que l'événement approche. Ça veut dire quoi? Si vous commencez à voir Yahi Boni qui entend se regardait en chien de faïence avec son neveu Adam Bagoudou. Moi, j'ai vu l'image là, j'étais très content de voir ça. J'ai même capturé l'image et je l'ai envoyé à mon collègue Adam Bagoudou avec un sourire pour dire je suis content. Donc, c'est son neveu que l'oncle se rapproche de son neveu finalement. Je pense que c'est fort à saluer. Et cela ne devait pas surprendre si Yahi Boni a pu se rapprocher du président Patrice Talon. Alors, il ne peut pas se rapprocher de Talon et continuer d'éviter son neveu qui soutient donc les actions de Patrice Talon. Donc, il faut savoir que des choses ont pu se passer dans l'ombre pour qu'on arrive à cette réunion avec Patrice Talon et Boni Yahi. Donc, ça veut dire, ce que vous voyez là, ça veut dire la décrispation a commencé. Si certains rapprochements ont commencé à s'observer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et que des lignes sont en train de bouger. Et que des lignes sont en train de bouger. Alors, quelques questions avant de finir ce premier sujet. Cette rencontre entre Patrice Talon et Thomas Bouniaï, elle a fait objet de commentaires dans l'opinion publique. Certains, vous avez suivi un peu celle de la Résistance nationale qui a été portée par candidatement Maria Zanaï, qui estime que cela pourrait être assimilé à un marché de dupes. Martin Rodriguez qui estime que Patrice Talon et Bouniaï sont des amis et donc il n'y a pas véritablement grain à moudre. Est-ce que vous pensez que ces réactions-là entrent dans la droite ligne de la décrispation? Vous, Béninois, si vous entendez cela, vous saurez que nullement on ne peut pas dire que cela participe à ramer dans le sens donc de la décrispation. Je vous ai dit tout à l'heure que certains ont intérêt à ce que cette crise entre Boni Yahi et son prédécesseur perdure. Je vous ai dit même que certains en font leur fonds de commerce. Pour certains, c'est grâce à ça qu'ils vivent. Quand la crise va disparaître, ils n'auront plus donc de raison d'être, ils n'auront plus d'objets, ils n'auront plus de grains à moudre. C'est normal que tout cela ne voie pas donc d'un bon œil ce rapprochement. Mais j'ai dit aussi tout à l'heure qu'il appartient à Yahi Boni et à lui seul de savoir ce qu'il veut, de savoir que lorsqu'on veut quelque chose et qu'on se fixe un objectif, on va droit à l'objectif en faisant fi de tous les commentaires qui iront dans le sens de vous décourager, si tant que vous êtes convaincu de votre démarche. Si tant est que vous êtes convaincu de votre démarche. Alors, dernière question, une question à double volet. Que pensez-vous de ceux qui reprochent à l'ancien président Thomas Bouniaï de n'avoir pas été au palais de la Marina en compagnie d'acteurs politiques de l'opposition, mais en compagnie de son fils? Et selon vous, à qui l'on doit le succès de cette rencontre historique? Oui, si Yahi Boni a pu aller à la rencontre de Patrice Talon, avec son fils, et non avec les membres de l'opposition dont il est le président d'honneur. Allez vous-même décrypter cela pour savoir que ce n'est pas de concert avec
l'opposition qu'il y est allé, mais qu'il a dit lui-même qu'il a fait une démarche envers le président Soglo. Donc il y est allé en tant qu'ancien chef d'État. Et pour le faire, il est allé consulter un autre ancien chef d'État. Les deux anciens chefs d'État sont aussi des institutions. Donc, ils ont voulu se mettre au-delà de la mêlée, au-delà des considérations partisanes, qui ont d'autres intérêts, forcément, ils ont dû déceler cela pour savoir que s'ils veulent encore mêler cette frange donc, de l'opposition qui parviendront jamais au rapprochement salutaire pour la nation, ils ont dû prendre leurs responsabilités pour se mettre au-dessus de la mêlée et faire cela. Et je dis, ce geste a grandi Yahya Boni. On peut remercier aussi le président Soglo parce que le président Yahya Boni a déclaré qu'il allait le consulter et a eu son feu vert avant d'y aller. Donc ces deux hommes sont à saluer et à remercier parce que dans un pays, on ne refuse jamais le dialogue. Lorsqu'il y a difficulté entre les filles et les fils d'un pays, il n'y a que le dialogue. Celui qui refuse le dialogue, ça veut dire celui-là, on peut le considérer comme un apatride. On peut le considérer comme un apatride. J'oubliais, Boni Yaye, au cours de cette doléance, a souhaité qu'il y ait des consultations périodiques entre Patrice Talon, président de la République actuelle, et les anciens chefs d'État. Que pensez-vous de cela? C'est normal. Cela dit à l'entame que c'est ce qui est souhaitable, que lorsqu'un chef d'État est en exercice, c'est souhaitable que de temps en temps, il y ait donc une rencontre entre ceux qui ont eu à occuper le fauteuil avant lui, qui ont quand même une certaine expérience, qui sont aussi des hommes d'État, pour les consulter, obtenir leur point de vue sur tel sujet ou tel sujet. On dit souvent que les gens conseillent, celui qu'on conseille, ce n'est pas celui qui agit. Celui qu'on conseille peut donc utiliser les conseils qu'on lui donne pour pouvoir donc se faire lui-même son opinion de sa gouvernance. Mais au moins, quand on consulte les gens, ils se sentent donc respectés et aux yeux de l'opinion publique, ça apaise. On sent que tous ceux qui ont eu à diriger le pays sont en parfaite symbiose et c'est souvent bon pour le moral de la République. C'est souvent bon pour le moral de la République. L'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est ce projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation. En tant qu'élu du peuple, dites-nous pourquoi cette réforme? Merci. Vous savez que ça fait plus de 20 ans que le Bénin est en train d'expérimenter la décentralisation. Et le constat est là, qu'après 20 ans, rien n'a changé, notablement au niveau donc, de nos communes, de nos administrations décentralisées. Moi, je viens d'un département, j'observe les communes, je ne vois aucun changement notable malgré la succession de conseils communaux. Ça veut dire quoi? Que s'il en est ainsi, il y a quelque chose qui ne va pas. Le gouvernement a dû faire ses études et aller au constat que, il y a l'inefficacité dans le pilotage de la gouvernance de l'administration communale. 2, qu'il y a trop d'interférences de la politique dans la gouvernance de l'administration communale et que, tertio, il y a de l'incompétence, parce qu'il faut le dire ainsi, que l'administration communale n'a pas les ressources humaines qualifiées pour pouvoir concevoir et conduire les projets de développement au bonheur donc des populations à la base. Si tel est le cas, est-ce qu'il faut regarder cela et se taire? Non, comme l'a dit souvent le chef de l'État, un homme responsable, quand nous sommes venus faire un constat, constater quelque chose dont nous avons hérité, nous l'analysons. Si c'est bon, nous ferons tout, nous avons la responsabilité de l'améliorer pour que ce soit meilleur. Mais si c'est mauvais, nous avons aussi la responsabilité de réformer, de corriger cela pour mettre cela sur le bon chemin. Et c'est cela qui fonde donc ce projet de loi de réforme de la gouvernance décentralisée pour plus d'efficacité dans le pilotage de la gouvernance communale, pour plus de non-interférence
dans des affaires, dans la politique, dans la gouvernance décentralisée, et pour aussi séparer les fonctions politiques des fonctions techniques pour que le politique reste dans son domaine de conception et d'orientation et que le technique reste sur son chemin de la mise en œuvre dans le respect des règles de l'art pour qu'on ait une gouvernance de qualité au bonheur donc des populations, permettre donc d'adresser avec efficacité les besoins des populations, les difficultés des populations de nos communes à la base pour aller vers un développement radieux de nos communes. Mais qu'est-ce qui change concrètement? On a eu vent du fait que les maires ne seront plus ordonnateurs du budget. Pourquoi cette réforme? Et en dehors de cela, qu'est-ce qui change également? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura une séparation du politique du technique. Et ça, c'est le premier changement. Les maires ne perdent rien de leurs attributions initiales. Le maire continue d'être le responsable politique de la commune. Il va diriger le conseil communal. C'est à eux de concevoir, ensemble avec le conseil communal, les projets de développement. Mais ce qui change, c'est que dans la mise en œuvre, cela sera confié aux techniciens. Et il y aura plus des liens entre l'État central et les administrations intermédiaires et l'administration locale dans la conduite du service public. Donc, plus l'État aura la main pour mettre des cadres de l'administration publique au service des communes, pour leur permettre donc de concevoir des projets de développement, d'aider à concevoir les projets de développement, de les mettre en œuvre de façon efficace et d'assurer une gestion saine et efficace des ressources de la commune, que des ressources publiques qui seront donc mises à leur disposition. Par le passé, je peux vous donner cet exemple, un exemple qui peut vous édifier, que quand le point a été fait dans une commune donnée, on n'a pas des ressources humaines de qualité pour pouvoir consommer les ressources qui sont mises à leur disposition. Les fonds FADEC, par exemple, qui sont mis à la disposition d'une commune, mais qui n'ont pas de cadre qui puisse concevoir les projets qui soient conformes aux normes pour pouvoir lever les fonds. Et les fonds dorment et les problèmes des populations sont là. Et la commune est dans son état de léthargie. Vous voyez, comment est-ce que la politique interfère dans la gouvernance locale? Allez-y. Pour une commune qui a 3 véhicules de fonction. Vous me suivez? Oui, je vous suis. On a 15 chauffeurs recrutés qui sont là, qui sont des parents, qui sont des amis, qui sont des militants, qui émargent au budget de la commune, mais qui ne font rien, alors que il lui fallait avoir 3 chauffeurs ou 4 chauffeurs. Vous voyez? Donc voilà, il y avait cette gabégie, cette mauvaise utilisation des ressources de la commune, et l'État central a voulu, par l'entremise de cette réforme, mettre de l'ordre pour qu'on aille à plus d'efficacité dans le pilotage de la gouvernance locale et pour plus de célérité dans la conduite et la mise en œuvre des projets, et aussi séparer les fonctions politiques des fonctions techniques pour le bonheur donc de nos populations. Lorsque vous parlez de séparer des fonctions politiques des fonctions techniques, est-ce que là nous pourrons toujours parler de décentralisation? C'est la décentralisation. La décentralisation en ce sens que l'administration de la commune, l'administration politique est assurée par un conseil communal élu. Les élus sont donc de la commune donnée. C'est eux qui décident de tout, qui connaissent le terrain, qui savent ce dont les populations ont besoin. C'est cela la décentralisation, que les besoins soient exprimés par la base. Lorsque, une fois les besoins sont exprimés par la base, recensés à la base, identifiés et classifiés, maintenant les ressources pour pouvoir les adresser ces besoins, pour pouvoir régler les problèmes, alors sont mobilisés en partie par l'administration locale, mais aussi l'État central vient en appui. Et quand l'État central vient en appui, cette fois-ci, la déconcentration suit la décentralisation, c'est-à-dire l'État met ses compétences au service donc de
l'administration locale pour lui permettre d'être plus efficace dans l'utilisation des ressources pour atteindre des objectifs de réduction de la pauvreté, de fourniture des services sociaux de base aux populations. Je pense que dans cette réforme vient plutôt au secours de la décentralisation pour lui permettre donc d'être plus efficace. Pour lui permettre d'être plus efficace. Mais lorsque vous parlez de la décentralisation ici, le secrétaire exécutif qui sera nommé par le maire, est-ce que quelque part l'exécutif ne va pas imposer des SE au maire? Non, ce n'est pas comme ça la réforme. Ce qui est dit, c'est qu'il y aura un fichier national des compétences, donc qui peuvent servir en tant que secrétaire exécutif des communes. Donc l'État procédera par appel à concurrence. Les cadres qui estiment avoir ce profil, les profils qui seront décrits, déposeront leur dossier. Le ministère de la fonction publique organisera les concours, recrutera donc tous les cadres qui ont le profil d'être secrétaire exécutif au niveau des mairies, qui seront donc mis sur cette plateforme. Et chaque maire, chaque mairie qui veut donc un secrétaire exécutif de qualité n'a qu'à aller consulter cette base de données et puis sélectionner. Et sélectionner quelqu'un librement. Mais est-ce que quelque part, il n'y aura pas parfois des tiraillements ou, par exemple, je donne un exemple, par exemple, le meilleur peut-être des profils qui est présenté par le ministère des Travaux publics et de la fonction publique, et peut-être ce personnage-là qui est convoyé par le maire de Cotonou, convoyé également par le maire de Calavi, convoyé également par le maire de Porto-Novo, et regarde quand même des besoins latents. Donc, ceux qui seront sélectionnés, on dit concours, sont les meilleurs des meilleurs. Tous. Oui, mais dans les meilleurs des meilleurs, il y a toujours le meilleur des meilleurs. Mais tout le monde ne peut pas avoir le meilleur des meilleurs. Mais dans tous les cas, aucun ne déméritera parce qu'il sera au moins une moyenne donnée. Si vous n'êtes pas au-dessus de 12, ça est pour ces concours-là, on vous retient pas. C'est ceux qui ont été qualifiés et formés, qualifiés, recrutés, formés, qui seront mis à la disposition des communes. Mais dans le fichier qui sera mis à la disposition des communes, est-ce que nous assisterons par exemple à soit 17 personnages qui seront proposés dans le fichier, ou il y aura un nombre qui va excéder pour qu'on puisse permettre quand même au maire de pouvoir... Il y aura un nombre qui va excéder forcément parce que les maires sont libres de changer, parce que vous pouvez recruter un secrétaire exécutif. Si au bout de quelques mois, il ne produit pas des résultats, c'est dit que le conseil communal peut se réunir et le maire donc, peut le révoquer. Peut révoquer le secrétaire exécutif et puis changer de secrétaire exécutif jusqu'à avoir quelqu'un qui soit donc qui comble leurs attentes. Donc ça, rien n'est possible. Il est vrai qu'il y a séparation entre les fonctions donc politiques et techniques, mais le technique est l'employé, ce que je dois dire, du maire. Le secrétaire exécutif est un employé du maire. Donc, est sous le maire, sous le conseil communal, qui peuvent à tout moment, au cas où il ne produirait pas des résultats, ou au cas où il n'obéirait pas aux directives donc, du conseil communal, les grandes décisions qui ne se soumettra pas, il peut être... Mais si les directives du conseil communal et celles du maire sont hétérodoxes, est-ce qu'il pourra être sanctionné? Non. Si on lui donne les directives illicites, si on lui dit de faire ce qui va contre la déontologie de sa profession, la loi lui donne le droit de refuser, d'obtempérer. Au cas où on prendrait la décision de le révoquer, cette décision sera soumise à l'approbation, donc à la censure de l'autorité préfectorale, de la hiérarchie. De la hiérarchie. Oui. Alors, nous allons évoluer dans cette émission. L'autre projet de loi qui vous a été présenté également ce jeudi-là, c'était le projet de loi sur la répression des infractions commises à raison du genre. Pourquoi une telle législation lorsque l'on sait qu'il y a quand même des dispositions qui existent pour protéger ou lutter contre les violences basées sur le genre? Oui, vous avez raison que nous avons une kyrielle de tests, de lois, y compris même la Charte africaine des droits de l'homme, auquel le Bénin a adhéré, protège donc le genre, protège les femmes. Nous avons plusieurs lois en interne qui protègent les femmes. Les lois sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Nous avons cette panoplie de textes et malgré cela, vous constatez avec moi et avec peine que
le phénomène à la peau dure, les viols incessants, hein, le harcèlement dans les milieux scolaires, dans les milieux professionnels, où ceux qui sont en position d'ascendance ou de domination, hein, exigent de leurs collaborateurs féminins, hein, d'offrir leur corps avant de les promouvoir ou avant de les garder, ou systématiquement des professeurs, des enseignants exigent de leurs étudiantes ou de leurs élèves d'avoir des relations sexuelles avec elles avant de pouvoir les faire passer en classe supérieure, même si elles sont intelligentes, elles sont les meilleures. Donc, vous assistez à des dénonciations répétitives chaque jour. Le ministère des Affaires sociales et de la protection sociale a fait un tas donc de dénonciations qu'elle reçoit au quotidien. Nous-mêmes qui sommes parents d'élèves, nous avons des filles qui vont à l'école, qui viennent nous décrire des scènes pas possibles, hein, des professeurs qui sont devenus des prédateurs sexuels, qui sont même des malades mentaux. On va dire, il faut dire les choses par leur nom. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos universités, dans les écoles, dans les milieux professionnels, où les directeurs de sociétés exigent de leurs collaboratrices d'avoir des relations sexuelles avec elles avant de pouvoir rester dans leur administration. Il y a des femmes qui démissionnent de leur poste régulièrement parce qu'elles ne veulent pas se soumettre. Donc cela a un impact dangereux, draconien sur notre communauté, notre société. Ça décime donc l'avenir donc de nos femmes, de nos filles. Alors là, en État responsable, un législateur responsable, est-ce que lorsque vous êtes devant un tableau aussi sombre, nous ne disons pas que le Bénin fait exception, ça existe dans tous les pays, mais ça devient criard chez nous. Lorsque vous êtes dans une situation et que malgré cette panoplie de lois, hein, on n'arrive pas à appréhender les auteurs, et que nous sommes dans un contexte, dans une société où des pesanteurs sociologiques font que les victimes ont peur de dénoncer leurs prédateurs, les criminels, et que la société même n'encourage pas les victimes à dénoncer, ou même les victimes qui dénoncent deviennent la cible, font l'objet de lynchage public. Alors là, si nous le faisons ici, ça veut dire que nous ferons l'apologie donc de ces crimes et couvrons donc ces criminels qui continuent de se la couler douce. Alors, on ne peut pas gérer une société de la sorte. Donc, comme j'avais dit récemment, ce que le chef de l'État a dit, je vous le répète, lorsque nous venons constater une situation, on l'évalue. Si c'est bien, on fait tout pour l'améliorer. Mais est-ce que l'INF qui a été installé récemment n'était pas suffisante pour mener avec efficience et efficacité cette lutte-là contre ce fléau? L'Institut national de la femme, oui. C'est ça vous dites. Oui. C'est pour pouvoir permettre que l'Institut national ait le coup de franche pour pouvoir donc faire son travail, atteindre son objectif, qu'il faut cette réforme. S'il n'y a pas ces réformes, l'Institut national aura donc encore du plomb dans l'aile, ce serait un institut de plus. Mais cette réforme permet donc d'outiller l'Institut national. Parce qu'avec cette réforme, on permet à l'Institut national de la femme d'actionner l'action publique, d'avoir des relais sur toute l'étendue du territoire national, d'avoir des enquêteurs, des agents sociaux qui sont en service, qui font l'enquête dans toutes les administrations, dans toutes les écoles, dans les universités, et qui détectent les faits, rassemblent les preuves sur les faits, mettent les dossiers à jour et saisissent le procureur en tant que partie civile. Donc, l'Institut national de la femme a désormais le statut de partie civile et peut donc saisir le procureur au nom des victimes, indépendamment de leur opinion. La victime peut dire, c'est moi-même, j'ai été consentante, mais dès que l'Institut national de la femme a la preuve que les faits sont avérés, elle saisit le procureur, met en branle l'action publique pour que les auteurs, les co-auteurs, instigateurs, complices puissent être appréhendés et qu'ils subissent
les rigueurs de la loi. Alors, lorsque le chef de l'État, Patrice Talon, lors de cette rencontre avec vous, les députés et présidents d'institutions de la République, disait que ce phénomène cause plus de dégâts que la lutte contre la corruption et la lutte sera plus farouche que celle contre la corruption, à quoi pouvons-nous nous attendre les jours à venir? À quoi pouvons-nous nous attendre les jours à venir? C'est ça que je suis en train de vous décrire pour dire que l'exécutif, en tout cas nous les députés, nous ferons tout. Nous allons voter cette loi, mais il appartient à l'exécutif de la mettre en œuvre. Et je sens la détermination du côté de l'exécutif représenté par le chef de l'État qui a dit que des moyens suffisants seront donc mis à la disposition de l'Institut national de la femme, des moyens matériels, des moyens financiers, des moyens humains pour permettre à cet institut d'être opérationnel, d'être efficace, pour qu'on agisse efficacement sur ce phénomène, que même si on ne peut pas l'éradiquer, quand même pour qu'on renverse la chaîne des valeurs, qu'on renverse la tendance, pour que ce ne soit plus désormais les victimes qui aient peur de leur bourreau, mais que désormais ce soit les bourreaux qui aient peur des victimes. Donc c'est l'objectif qui est visé. Je pense que s'il y a la détermination et que les moyens existent, avec les braves femmes que j'ai vues mettre à la tête de cet Institut national de la femme, Madame Claudine Prudencio et la secrétaire exécutive, Madame Boukpé, Huguette épouse Yankadia, une avocate de renom, je pense qu'ils ont eu à faire ces gens de lutte dans le passé. Je pense que c'est des gens qui sont déterminés, et lorsque ils auront les moyens, je pense que quelque chose pourra être fait. Et dans les jours à venir, les années à venir, on évaluera. Et je suis convaincu que ce fléau sera atteint à la racine. Mais est-ce que vous pensez que cette lutte sera véritablement facile? Parce que lorsque nous parlons de harcèlement, lorsqu'on écoute la plupart des histoires, c'est pour la plupart du temps des hommes haut placés. Le harcèlement, lorsque nous avons entendu notre micro à quelques citoyens, un citoyen disait quelque chose qui était assez intéressant, qui faisait rire. Il dit: le président Talon doit savoir que le harcèlement existe même à la présidence de la République. Est-ce que cette lutte pourra se mener avec efficacité et efficience lorsque l'on sait ceux qui sont pour la plupart du temps touchés? Il n'y aura pas d'exception, je vous le dis. L'Institut ne regardera pas la physionomie de qui que ce soit. C'est les faits qui seront recherchés, appréhendés, et les auteurs de ces faits, qui qu'ils soient, je pense, j'ai la certitude qu'ils subiront les rigueurs de la loi. On n'a pas à craindre cela. Ce que j'entends dire plutôt, les gens disent qu'on va vers plus de protection de la femme, au point que désormais les hommes auront peur des femmes. Justement, est-ce que vous ne pensez pas que les femmes vont instrumentaliser cette affaire, parce que vous savez que... Je ne pense pas, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer quelqu'un de harcèlement sexuel pour qu'il soit condamné. Les juges sont des juges formés, comme on a dit. La compétence du jugement de ces affaires sera confiée à la criette, où il y aura une chambre spéciale, où il y aura des juges outillés, formés, pour pouvoir savoir déceler tous les écheveaux, faire la part des choses, séparer le bon grain de l'ivraie, pour être sûr qu'à chaque fois, on sanctionne les vrais coupables, et que ceux qui seront innocemment donc mis en cause puissent s'en extirper. Vous savez qu'il y a aussi l'infraction de dénonciation calomnieuse. Les femmes qui vont s'adonner à cela peuvent être aussi poursuivies, condamnées pour dénonciation calomnieuse. Lorsque Kader, tu es nickel, et puis une femme vient te dire que tu l'as harcelé, ça ne suffit pas que tu sois condamné. Si devant le juge, elle n'arrive pas à administrer les preuves, ou que les preuves n'existent pas, et considère que c'est au nom de la délation, tu peux faire une demande reconventionnelle de dénonciation calomnieuse, et puis celui qui a voulu condamner peut se faire condamner. Celui qui a voulu condamner peut se faire condamner. Alors, l'autre interrogation, c'est par rapport à vous, honorable député, toujours dans ce micro-trottoir. Un citoyen disait qu'il y a par exemple des députés qui sont parfois victimes de telles actions, mais qui s'en sortent, notamment par rapport aux violences faites aux femmes, notamment, il ne s'agit pas seulement du harcèlement. Lorsqu'on bat une épouse, lorsqu'on bat une conjointe, lorsqu'on martyrise une femme, à ce niveau-là, comment la lutte va se passer? Parce qu'il n'y a pas que le harcèlement qui porte atteinte aux femmes, il y a également ces violences-là qui sont généralement physiques aux femmes.
Oui, j'ai dit tout là. Si un député se rend coupable de ça, vous savez que c'est du flagrant délit. Il y aura une procédure de flagrance contre lui. Et en cas de flagrance, vous savez que l'immunité ne joue pas. Et aussi, je vous souffle à l'oreille que sur la table du président de l'Assemblée nationale et à l'ordre du jour de la prochaine session extraordinaire qui s'ouvre le 7, si je ne m'abuse, il y a un projet de loi sur le code d'éthique et de déontologie du député. Quand vous lisez le contenu, ça décrit tous les comportements sains qu'un député doit avoir, et les comportements répréhensibles sont donc sanctionnés par un comité d'éthique. Donc désormais, on veut assainir même le milieu parlementaire pour que le député puisse être un représentant digne de la nation, pas un représentant donc, qui s'adonne à des actions, des scènes qui déshonorent donc la corporation, qui déshonore l'Assemblée nationale, qui déshonore le peuple. Qui déshonore le peuple. Alors, Gérard Gouinonchi, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous nous avez regardé droit dans la caméra et adressé un mot à ces militants de votre formation politique et Union progressiste. Je crois que dans quelques jours ou mois, vous devez faire normalement un grand conseil national. Vous allez vous adresser à ces militants, ces sympathisants qui sont très admiratifs de vous, Gérard Gouinonchi, qui croient peut-être en vous, en un leader charismatique politique demain, pourquoi pas vers d'autres missions politiques. Vous allez vous adresser à eux avec un message qui soit rempli d'espoir et qui les rassurera de ce que tout ce que vous avez dit aujourd'hui, ça vient profondément du cœur, ça vient profondément d'une conviction en laquelle vous croyez. Oui, pas seulement envers les militants Union progressiste, mais je parle à toutes les Béninoises et à tous les Béninois, ceux qui nous ont suivis ce matin, pour dire que les députés que nous sommes là que pour l'intérêt du peuple, et toutes les réformes qui sont engagées par l'exécutif, que nous sentons qu'ils vont dans le bonheur de la population, vont faire le bonheur de la population, nous accompagnons. Personne ne me dira pas que la loi, le projet de loi sur la répression des violences à cause du genre et des violences faites aux femmes n'est pas une bonne loi, parce que nous devons donc protéger la gente féminine, nous devons protéger nos filles, nos enfants, qui sont donc l'avenir de ce pays. La décentralisation aussi, vous savez que nous avons besoin que toutes nos localités se développent de façon équitable et harmonieuse. Donc s'il y a une réforme qui permet qu'on aille vers là, nous sommes soutiens donc de cette réforme, donc qu'ils nous comprennent que nous ne faisons rien pour nous-mêmes. À l'égard donc de nos militants, particulièrement Union progressiste, nous tendons, comme vous l'avez dit, vers la mise en place donc des structures de base du parti pour aller au congrès du parti. Il y a une tournée actuellement que l'exécutif, le présidium du parti est en train de faire pour expliquer les tenants et aboutissants donc de cette démarche vers le congrès. Alors, je demande aux militants d'être à l'écoute et de respecter toutes les consignes du présidium pour que d'ici là, l'Union progressive puisse aller au congrès et installer ces structures de base qui vont prendre donc la gouvernance du parti sur toute l'étendue du territoire national, nous confirmer une fois encore que l'Union progressiste, c'est le plus grand parti politique du Bénin. Gérard Gouinonchi, je m'en voudrais de vous laisser partir sans vous interroger sur une question quand même d'actualité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il est difficile de vous obtenir, de vous avoir au regard de votre agenda très chargé. Le mandat unique, il en est quoi au niveau de l'Assemblée nationale concrètement? C'est un citoyen lambda qui a envoyé donc une doléance à l'Assemblée nationale. Ça n'engage pas encore l'Assemblée nationale. Tous les citoyens sont libres de saisir l'Assemblée nationale de quelque idée qu'il soit. L'Assemblée reçoit donc leur doléance. Le coprésident de la commission l'affecte à une commission. La commission étudie et fait son rapport. Et le rapport sera donc débattu à l'Assemblée nationale en plénière. Et c'est à l'issue donc du débat que vous saurez si l'Assemblée nationale prête caution à l'idée ou si l'idée est battue en brèche. Mais pour nous, en tout cas, ce n'est pas une initiative de l'Assemblée nationale. Ça ne nous préoccupe pas pour le moment. Mais est-ce que Gérard Gouinonchi est un partisan du mandat unique? Aujourd'hui, je ne peux plus le dire parce que par le passé, quand le projet était venu, quand le président Patrice Talon était porteur du projet,
Moi, j'étais partisan. Vous savez qu'on a eu à voter pour la révision de la Constitution pour instaurer cela. J'avais voté oui. Donc, je ne peux pas dire que je ne suis pas partisan du mandat unique. Mais dès lors qu'il y a eu échec et que nous sommes revenus dans notre Constitution qui a été révisée, qui consacre un mandat pour le mandat présidentiel, un mandat de 5 ans renouvelable une fois, alors, en tant que légaliste, je suis aujourd'hui partisan de ce qui est dans la Constitution jusqu'à ce que le peuple en décide autrement. Merci à vous, Gérard Benonchi, chers amis internautes. Cette émission s'est déroulée en 3 temps. On retiendra entre autres de cette émission, de cet entretien, qu'à l'entame, notre invité a rappelé le contexte de cette rencontre qui a eu lieu entre Patrice Talon et Thomas Boniaï. Pour lui, c'était une rencontre tant attendue, c'est historique ce qui a été effectué. Nul ne peut présager de l'issue de la rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boniaï, à en croire l'argumentaire qui a été effectué ce matin par Gérard Benonchi, qui est député à l'Assemblée nationale et président de la commission des finances. Boniaï est émotif et très sensible aux rumeurs et critiques. Il a eu à s'adresser, je parle de Gérard Benonchi, à Boniaï en lui faisant une caricature de la situation sociopolitique actuelle et également de son entourage politique. Il n'a pas pratiqué Boniaï, nous a dit Gérard Benonchi. Il était député lors de son second quinquennat. Il n'y a pas d'exilés politiques, personne n'est poursuivi au Bénin pour des prises de position politiques, idem pour ceux qui sont en prison. Au Bénin, il y en a qui critiquent véhément l'action gouvernementale et Gérard Benonchi a illustré cette assertion par Éric Ondete, Eugène Azatassou, Paul Humpé et bien d'autres. C'était un devoir pour Boniaï de formuler des doléances. Nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Il ne suffit pas que Patrice Talon émette le vœu qu'il y ait une amnistie, encore qu'il ne peut pas amnistier, nous a rappelé Gérard Benonchi au cours de cette émission. Il faut que le Parlement approuve de son côté, car ce sont les députés qui votent les lois d'amnistie. Le chef de l'État a le pouvoir de grâce, mais il faut là encore que les procédures judiciaires soient achevées, nous a rappelé notre invité de ce premier dimanche du mois d'octobre. Au cours de son argumentaire, il a eu à citer le président Bruno Amoussou qui dit, je cite, « Si vous voyez ces choses-là, sachez que quelque chose approche ». Gérard Benonchi est content que l'oncle se rapproche de son neveu, parlant du rapprochement qu'il y a eu cette semaine entre l'ancien président Thomas Boniaï et son neveu, le député Adam Bagoudou. Des choses ont pu se passer dans l'ombre, des lignes sont en train d'être bougées, nous a rassuré Gérard Benonchi au cours de son argumentaire. Certains ont intérêt à ce que la crise entre Thomas Boniaï et Patrice Talon perdure, nous a fait savoir Gérard Benonchi, qui est acteur politique averti. Les deux anciens chefs d'État peuvent être perçus comme des institutions. Ils ont dû se mettre au-dessus de la mêlée et au-dessus des considérations partisanes. Gérard Benonchi a fait savoir que cette rencontre grandit l'ancien président Thomas Boniaï. Dans la seconde partie de cette émission, parlant des réformes dans le secteur de la décentralisation, il a fait savoir que ça fait 20 ans que le Bénin expérimente la décentralisation dans le modèle qui est en vigueur. Le constat est là, malgré la succession des différents conseils communaux. Il a fait observer qu'il y a eu inefficacité de l'administration communale, l'interférence de la politique dans la gouvernance locale et l'incompétence de l'administration communale. Et donc cette réforme est effectuée pour plus d'efficacité dans le pilotage de l'administration communale, pour séparer les fonctions politiques de celles techniques. Les maires ne perdent rien de leurs attributions initiales, nous a rassuré Gérard Benonchi, député à l'Assemblée nationale, et nous fait savoir que l'État mettra à la disposition des communes un répertoire de cadres compétents qui seront à même de conduire avec efficacité et efficience les missions qui seront assignées au niveau de ces différentes communes. Il a exposé au cours de son argumentaire comment la politique interfère dans la gestion de la commune à travers une gabegie outrancière et une mauvaise gestion avec des parents qui sont généralement nommés pour des questions généralement partisanes. Il rassure que nous sommes toujours dans la décentralisation, même malgré cette réforme qui sera effectuée. Cette réforme vient au secours de notre décentralisation agonisante. Les maires peuvent révoquer avec l'approbation du conseil communal le secrétaire exécutif. Le secrétaire exécutif est un employé du maire, nous a rappelé notre invité. Et parlant dans la troisième partie des violences de la loi qui vise à protéger davantage les femmes au Bénin,
Il nous a fait savoir à l'entame de son propos que nous avons une kyrielle de textes de loi qui protègent les femmes, mais malgré cela, le phénomène a la peau dure. Il faut lutter contre les prédateurs sexuels, contre les malades mentaux, a martelé ce matin Gérard Benonchi. Ce fléau décime l'avenir des jeunes filles, se désole-t-il. Avec cette réforme, on permettra, j'allais dire, à l'Institut national de la femme d'avoir les coups des franches pour agir en toute autonomie. L'INF aura désormais le statut de partie civile, nous a renseigné Gérard Benonchi au cours de cette émission. Le chef de l'État est déterminé, a-t-il fait savoir également, et a promis, il fait savoir que le chef de l'État a promis la mise à la disposition de l'INF de tous les moyens, tant sur le plan humain, financier et matériel, pour endiguer le mal. Il salue le parcours emblématique à l'occasion de la présidente Claudine Fabi-Prudencio et de la secrétaire exécutive Huguette Bokwe, épouse Nyankadia. Il ne suffit pas de dénoncer et que de facto le présumé harceleur sera condamné. Il a fait savoir que la criette sera désormais compétente pour connaître des infractions en la matière, et les dénonciations calomnieuses existent. Donc si une victime a des comptes à rendre avec quelqu'un et pense qu'en allant le dénoncer c'est déjà suffisant pour le condamner, elle se trompe, car l'autre peut, lorsqu'il va prouver qu'il n'est pas coupable, il peut toutefois porter plainte et plaider pour une dénonciation calomnieuse. Si un député est coupable, c'est du flagrant délit en la matière. Les députés prendront leurs responsabilités pour que ce dernier soit confié à la justice. Il nous a révélé qu'un code d'éthique et de déontologie du député est sur la table des parlementaires. Les députés sont là pour l'intérêt du peuple. Il nous a renseigné en fin d'émission au sujet de la polémique, au sujet du mandat unique qui fait couler beaucoup d'encre de salive, notamment au niveau du Parlement béninois. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Très fidèle, Kader. Merci à vous, Gérard Benonchi. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, élu du parti politique Union progressiste, issu de la 11e circonscription électorale qui comprend les communes d'Aplaroué, de Diakotomé et de Kouékamé. Vous êtes président de la commission des finances et des échanges de la 8e législature. Merci à vous. J'espère qu'on verra incessamment pour débattre autour du budget de l'État. Avec plaisir. Oui. Merci à vous, Gérard Benonchi. Merci à vous, chers amis internautes. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur ESAE TV.